Comment réellement trouver des bonnes idées de vidéos YouTube? Pourquoi c'est super important de trouver des bonnes idées de vidéos YouTube et pourquoi c'est la première étape avant de réussir sur YouTube. Pourquoi ça commence par là et tout le reste vient après. On va faire un podium de tout ça, etc. Bref, bienvenue dans ce nouveau podcast YouLeads. Je m'appelle Paul Fromont. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler un petit peu de YouTube, un petit peu de même 100% de YouTube. Donc on est directement parti. On va commencer par voir qu'est-ce que c'est YouTube tout simplement. YouTube, c'est une marketplace de l'attention. Il y a deux goals lorsque quelqu'un poste sur YouTube, c'est soit faire des vues, soit gagner de l'argent. En fait, c'est pas soit l'un soit l'autre, c'est faire des vues et ou gagner de l'argent. Ça dépend de chacun. Il y en a qui vont vouloir devenir créateurs de contenu, influenceurs, peut-être à la Inoxtag, faire des gros projets ou simplement parler d'une passion. Je pense directement à GMK, youtubeur automobile. Moi, par le passé, par exemple, avec ma chaîne sur la vape, donc Esprit Vape, ma chaîne sur l'horlogerie, Orlo & Co, c'était réellement pour partager une passion et aussi gagner de l'argent avec, puisque, on va pas se mentir aujourd'hui, si tu es youtubeur juste par passion, ok, ça s'entend, mais il faudra quand même, à un moment ou un autre, bien gagner ta vie. En fait, si tu fais juste des vidéos, mais qu'au final ton frigo ne se remplit pas, tu vas pas en faire longtemps des vidéos. Donc voilà, ce qui est YouTube, c'est simplement une marketplace de l'attention. En tant qu'entrepreneur, j'aime bien aussi voir YouTube comme une plateforme publicitaire. C'est un petit peu comme si on avait l'occasion de publier des publicités tous les jours si on en a envie, 10 par jour si on en a envie, et de vendre notre ou nos produits tout simplement. Maintenant, comment on arrive sur YouTube? Comment on gagne sur YouTube? Alors, il y a deux chemins pour réussir sur YouTube. C'est soit l'entertainment, donc le divertissement. Donc, encore une fois, Michou, Inoxtag, Amixem, MrBeast, etc. Soit l'éducation. Donc, l'éducation qui va potentiellement pouvoir nous permettre de vendre des produits bien plus chers. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Si je vous donne des exemples un petit peu de youtubeurs éducation, il y aurait sur le marché francophone, il y a eu Yomi Denzel. Pourquoi je dis il y a eu puisqu'aujourd'hui il vire un petit peu dans le divertissement, il essaye un petit peu de faire un mélange des deux, mais dans l'éducation, peut-être les personnes de ma génération vont se reconnaître. Il y avait Yvan Monca, il me semble, un prof de maths qui faisait des vidéos. Alors peut-être que je me trompe, corrigez-moi si je me trompe, mais qui faisait des vidéos tout simplement éducatives sur les mathématiques pour les collégiens, lycéens et ceux de ma génération, en tout cas en études scientifiques. Je pense que vous avez tous regardé une vidéo d'Yvan Monca avant un contrôle de maths pour réviser je ne sais quel théorème, etc. En tout cas, c'était vraiment super pratique. Mais ouais, tout ça pour dire qu'il y a deux chemins pour réussir sur YouTube. Donc entertainment, éducation. Une fois qu'on a trouvé ce qu'on voulait faire, donc dans notre cas, je pense, si vous êtes sur cette chaîne, sur ce podcast, en tout cas dans mon cas, c'est l'éducation comme pilier principal pour ensuite pouvoir vendre nos offres. Donc voir vraiment YouTube comme une plateforme publicitaire où on va poster du contenu qui va servir à éduquer notre audience, réchauffer notre audience, construire notre brand, mais la finalité à ça, c'est de vendre nos offres. Peu importe, que ce soit low ticket, high ticket, etc. Peu importe. Maintenant, évidemment, le contenu entertainment est plus facile. J'ai fait du contenu entertainment, purement entertainment. Ça a grossi ma chaîne YouTube à plus d'1,4 million d'abonnés, plus de 800 millions de vues, etc. C'est plus facile. Ça, on ne pourra pas l'enlever. Quand tu veux divertir les gens, c'est plus facile que quand tu veux éduquer des gens. Je cherchais peut-être une analogie dans ma tête, mais j'ai pas... Ouais, si, en fait, c'est assez simple à comprendre, je pense. On va dire que c'est plus simple d'aller faire regarder une vidéo d'Amixem à quelqu'un plutôt que... une vidéo d'1 heure d'Amixem à quelqu'un ou de peu importe quel autre YouTuber entertainment plutôt que faire regarder un cours de philo de 1 heure. Ça, je pense que vous serez d'accord avec moi. Pour l'éducation, dans un premier temps, vous devez connaître bien votre sujet. Vous ne pouvez pas arriver à faire de l'éducation si vous ne connaissez pas votre sujet. Ce qui est normalement votre cas, si vous êtes coach, agence ou entrepreneur, vous devez bien connaître votre sujet. Donc, ça part d'un bon choix de niche. Et si vous ne connaissez pas bien votre sujet, je pense que c'est difficile en fait de partir dans l'éducation. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que vous devez être des experts. Non, ça veut simplement dire que vous devez connaître un petit peu mieux en tout cas que votre avatar client, en tout cas la personne à qui vous vous adressez.
Parce que si vous connaissez moins, comment vous allez l'éduquer sur ce sujet? Ça n'a pas de sens, en tout cas selon moi, et je pense que vous serez d'accord avec moi. Et ensuite, en fait, sur l'éducation, il y a un taux de churn plus élevé. Qu'est-ce que c'est un taux de churn? C'est un roulement. Comment je pourrais définir ça en français? On dit souvent churn, je sais pas, admettons, tu as un forfait chez SFR. Donc un forfait en recurring, donc tu vas payer tous les mois, tu payes 20 balles tous les mois. Qu'est-ce que c'est un taux de churn? Donc on va dire, je vais essayer de le définir un petit peu mieux. Il y a 100 personnes qui sont chez SFR pour le forfait mobile. Ok, donc ces 100 personnes, ils payent tous les mois 20 euros. Le churn, c'est tout simplement combien de personnes de ces 100 personnes chaque mois vont quitter SFR pour aller chez un autre opérateur par exemple. Donc admettons, sur le premier mois, donc il y a 100 personnes, ok. Le deuxième mois, il n'y en a plus que 80, il y a 20 personnes qui sont parties, et bien on a 20% de churn. Et dans l'éducation, sur YouTube, il y a donc un churn plus élevé. Les gens ont besoin d'une solution à leur problématique à un instant T. Peut-être que dans 6 mois, en fait, ils auront résolu leur problématique. Si vous êtes un petit peu dans la niche entrepreneuriale, vous avez peut-être commencé à regarder des vidéos, en tout cas vous intéresser à ce sujet avec des vidéos de Yomi Denzel. Pourtant, aujourd'hui, vous ne regardez plus les vidéos de Yomi Denzel, vous êtes passé à un stade plus avancé. C'est pour ça que dans l'éducation, encore une fois, il y a un churn plus élevé. Donc, lorsque les gens ont appris ce qu'ils voulaient apprendre, ils arrêtent de regarder votre contenu. Et c'est là que l'idéation prend en place. Qu'est-ce que c'est l'idéation? C'est tout simplement le fait de trouver des idées de vidéos. Je vous en ai parlé un petit peu dans le début de ce podcast. Mais l'idéation, c'est vraiment la chose la plus importante sur YouTube. Si je devais faire un podium un petit peu des choses importantes sur YouTube, en numéro 1, on a l'idéation, donc trouver des idées. En numéro 2, on a le packaging, donc ça va être miniature. Évidemment, la fameuse phrase de MrBeast, si les gens ne cliquent pas, ils ne regardent pas. Donc on a idéation numéro 1, packaging numéro 2, donc avec minia, titre, plus hook. Le hook aussi, ça compte, j'aime bien le compter dans le packaging, puisque une fois que tu as fait cliquer la personne sur ta vidéo, il faut la faire rester. Elle va se barrer dans les 30 à 50 premières secondes, elle peut se barrer. Donc notre but, c'est de la faire rester. Donc troisième place de ce podium, c'est je me suis pris des petites notes. C'est story. J'ai noté story. Qu'est-ce que c'est story? C'est tout simplement storytelling. Est-ce que la personne s'intéresse à votre histoire? Est-ce que elle va résonner avec vous? Est-ce que elle va se reconnaître avec vous? Est-ce qu'elle va se dire, dans le cas où vous allez vendre de la transformation, donc faire passer ton business de X à Y, dans le cas où vous allez vendre ce type de transformation, est-ce qu'elle va se dire, ok, c'est faisable pour moi, c'est possible pour moi? C'est quelque chose qu'on néglige trop souvent, de jouer sur ce pilier de la faisabilité pour la personne qui vous regarde ou qui vous écoute. Parce que si vous lui sortez le théorème magique pour commencer à mieux gagner sa vie, mais que ça semble totalement impossible de le faire pour elle, en tout cas qu'elle n'a pas les cartes pour jouer à ce jeu, elle va tout simplement plus regarder votre contenu et pas écouter votre solution, même si sur tous les autres points, ça paraît la meilleure solution pour cette personne. Je pense que c'est plutôt logique. Et c'est un podium à 4 places, donc en numéro 4, j'ai mis la rétention. La rétention, pas seulement pendant le hook, pas seulement pendant l'intro. Ok, les gens doivent rester sur notre intro pour avoir pour avoir une rétention au final. Pour avoir une rétention, je m'embrouille un petit peu, mais ouais, tout ça pour dire que la rétention, c'est vraiment quelque chose de super important. Sur quel levier on va pouvoir jouer pour garder l'attention de notre spectateur durant toute la durée de la vidéo? Comment garder une attention haute pour optimiser notre rétention, puisque on ne veut pas placer nos appels à l'action en début de vidéo. Évidemment, il faut toujours délivrer. Avant de demander quelque chose à quelqu'un, tu vas lui apporter quelque chose, donc tu ne vas pas placer ton CTA au début. Mais ça veut dire qu'il va falloir garder la personne longtemps sur la vidéo. Donc, il va falloir gérer ta rétention pour que les personnes restent. Mais c'est pas le sujet principal de ce podcast. Dites-moi si c'est des sujets qui vous intéressent. Je me ferai un plaisir de vous faire des épisodes là-dessus. Donc si je récapitule assez rapidement le podium des choses les plus importantes dans l'ordre sur YouTube. Numéro 1, l'idéation. Numéro 2, le packaging. Numéro 3, les stories. Le storytelling. Et numéro 4, la rétention.
Maintenant, la meilleure manière de trouver des idées de vidéos YouTube, c'est le calcul d'outlier. Je vais commencer par vous définir qu'est-ce que c'est un outlier. Un outlier, c'est tout simplement une vidéo qui a surperformé pour diverses raisons dont on va parler d'ici quelques minutes. Mais nous, on va aller chercher des vidéos qui ont surperformé, des vidéos qui existent déjà, qui ont déjà été postées sur la plateforme et qui ont déjà fait leurs preuves. Parce que beaucoup de personnes, lorsqu'on se lance un petit peu sur les réseaux, surtout celles qui ont un côté un petit peu artistique en elles, on va toujours chercher à trouver de nouvelles idées, à se dire ah, ça, je pense que ça va marcher, ça, je pense que c'est une super idée, ça, je pense que ça a du potentiel. Mais basé sur rien en fait, basé sur aucune data, sur rien du tout. Alors dans le divertissement, on peut se permettre, et encore, croyez-moi que sur les tournages à la Amixem, etc., il y a des grosses équipes derrière qui réfléchissent à tout ça. Mais on peut se permettre sur le divertissement, on peut pas trop se permettre, en tout cas surtout lorsqu'on débute, sur l'éducation. Donc on va tout simplement aller chercher des concepts, des formats, des idées qui ont déjà surperformé, donc des outliers. Et il y a 3 raisons qui font d'une vidéo un outlier. C'est l'idée. Est-ce que l'idée de la vidéo était bonne? Numéro 2, le packaging. Est-ce que le packaging donne envie de cliquer? Est-ce qu'il crée de la curiosité? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est qualitatif? Donc encore une fois, packaging, titre plus miniature. Et le point numéro 3, trop souvent oublié aussi, encore une fois, c'est la satisfaction du viewer. Parce que, ok, ta vidéo, elle peut être un outlier quand tu le sors les 24 premières heures, les 24-48 premières heures, parce que tu as une très bonne idée, tu as un très bon packaging, mais cette vidéo, elle va pas tenir dans le temps, elle va vite s'essouffler, puisque certes, les gens vont cliquer, ton idée leur donne envie, tu as fait un super titre, une super miniature, ça leur donne envie de cliquer, ils regardent la vidéo, mais quand ils arrivent à la fin de la vidéo, ils ne sont pas satisfaits. En fait, c'est un peu ce qu'on peut appeler du clickbait. Donc, tu les as trompés. Tu n'as pas délivré ce que tu avais promis sur la miniature et dans le titre. Donc, la satisfaction n'est pas du tout bonne en fait de la part du viewer. Et ça peut totalement tuer un outlier. Donc, les 3 raisons qui font d'une vidéo un outlier, idée, packaging et la satisfaction du viewer. Maintenant, il y a différents endroits pour trouver des outliers. Évidemment sur YouTube, on parle de YouTube aujourd'hui. Tu as chez tes concurrents directs. Donc concurrents directs, je vais à chaque fois donner 3 spécificités. Je vais vous donner 4 endroits. Et pour chacun de ces endroits, je vais vous donner 3 spécificités, 3 choses importantes à comprendre. Donc chez tes concurrents directs, ça veut dire quoi concurrents directs? Ça veut dire dans la même niche, avec le même marché de l'attention, donc le même marché de l'attention, c'est-à-dire les mêmes personnes, en tout cas la même cible, donc même niche, même cible, et le même style de vidéo. Donc ça, c'est tes concurrents directs. Donc là, chez eux, tu peux aller chercher des idées d'outliers. Mais si tu te brides à chaque fois seulement à ça, à tes concurrents directs, tu seras toujours noyé dans la masse, tu n'arriveras jamais avec quelque chose qui sort du lot un petit peu, avec une idée qui paraît fraîche, neuve, nouvelle dans ton marché. Donc c'est très bien, mais on va vouloir aller chercher un petit peu plus loin. Donc aller chercher un petit peu plus loin, ça va passer par tes concurrents indirects. Donc ici, premièrement, c'est encore une fois la même niche, c'est encore le même marché de l'attention, donc la même cible, mais cette fois-ci avec un style différent. Donc ça, c'est tes concurrents indirects. Numéro 3, on a des concurrents, ce que je vais appeler des concurrents adjacents. Donc cette fois-ci, c'est plus la même niche, c'est une niche différente. C'est encore une fois la même cible, donc le même marché de l'attention, et avec le même style. Donc cette fois-ci, la seule variante qui a changé, c'est la niche. Donc ça, c'est des concurrents adjacents. Et enfin, c'est des concurrents, ce que j'appelle des concurrents distants, des distant competitors. Cette fois-ci, on a encore une fois une niche différente. Donc admettons, tu fais de la pêche, lui il fait de l'horlogerie, c'est des niches différentes. Tu as encore une fois le même marché de l'attention, donc la même cible, donc c'est-à-dire la même personne, en tout cas qui a les mêmes caractéristiques que la personne que tu vas vouloir cibler, et un style différent. Je pense que vous avez remarqué que donc en concurrent direct, concurrent indirect, concurrent adjacent et concurrent distant, à chaque fois, on a le même marché de l'attention, c'est-à-dire la même cible.
Parce que si tu ne regardes pas le même marché de l'attention, ça n'a pas de sens. Tu ne vas pas copier des vidéos qui sont faites pour des enfants de 8 à 12 ans. Donc, c'est un paramètre important à prendre en compte. Tu peux trouver des outliers sur des vidéos Roblox. Donc, il me semble que c'est un jeu. Alors, je ne sais même pas à quoi ça ressemble, mais j'ai pas mal entendu ça. Et je sais que c'est quelque chose que regardent pas mal les enfants. Tu peux trouver des outliers dans ce marché de l'attention, donc destiné à des enfants. Peut-être la même niche que toi, le même style que toi. Mais si le marché de l'attention, en l'occurrence, il est différent pour cet exemple, bah, ça n'a aucun sens. Tu ne vas pas adapter des vidéos qui ne sont pas destinées à ta cible, en tout cas qui n'ont pas eu un impact déjà sur ta cible. Ça me paraît plutôt logique, mais c'est important d'en prendre conscience. Maintenant, comment on peut trouver des outliers sur YouTube? Donc pour ça, vous allez pouvoir utiliser des extensions. Moi, j'utilise personnellement vidIQ, donc VIDIQ. Ça me permet d'avoir des petits multiplicateurs sur ma page d'accueil YouTube. Donc ça va me dire à côté de chaque titre de vidéo de combien c'est un outlier. Donc par exemple, il y a une vidéo qui a surperformé sur une certaine chaîne, bah, il va avoir écrit x20 à côté du titre sur ma page d'accueil YouTube. Et là, je vais me dire, ok, x20, c'est-à-dire que cette vidéo a performé 20 fois plus que les autres vidéos de cette chaîne. Donc ok, c'est un bon point de départ. Maintenant, dans certains cas, les outliers peuvent quand même être de mauvaises idées, voire même de très mauvaises idées. La première raison, c'est que votre audience ne fit pas avec l'outlier. Donc comme on en a parlé juste avant, sur où aller chercher nos idées d'outlier. Si l'audience, elle ne fit pas du tout avec cet outlier, si vous n'avez pas encore d'audience, l'audience que vous visez ne va pas fitter avec cet outlier, bah, ça n'a aucun sens encore une fois faire cette vidéo. La deuxième raison, c'est qu'il y a un avantage unique à l'outlier. Demain, vous ne pouvez pas faire les mêmes vidéos que MrBeast. Vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas faire 24 heures dans ma vie de millionnaire si vous n'êtes pas millionnaire. Ça, c'est ce que je vais appeler des avantages uniques à un outlier. Donc quand tu cherches un outlier, pose-toi les questions. Est-ce que ça fait sens pour mon audience? Est-ce que mon audience va résonner avec ça? Et est-ce que c'est quelque chose que je peux aussi faire? Est-ce qu'il n'y a pas des barrières à l'entrée que je ne peux pas franchir? Est-ce que la personne qui a fait la vidéo originale a un avantage unique? Ou alors est-ce que si je veux, je peux la refaire? Je te redonne un exemple. Si tu fais des vidéos sur le foot et que tu copies une chaîne qui marche très bien parce que le créateur est extrêmement fort au foot, tu as beau refaire les plus gros outliers de sa chaîne, ça ne marchera pas pour toi si tu es nul au foot. Tu peux adapter ça à n'importe quel sport. J'aime beaucoup le vélo, mais j'ai jamais fait de vidéo de vélo, tout simplement parce que je ne suis pas hyper fort en vélo. Si j'avais voulu, j'aurais pu adapter tous les outliers des plus grands riders du monde. Ça n'aurait jamais marché, tout simplement parce que je n'ai pas leur niveau. Il n'y a pas cette satisfaction à regarder les vidéos. Une autre erreur à éviter si une chaîne poste un outlier, il y a de fortes chances que la vidéo qui sorte après ou les vidéos qui sortent après vont aussi apparaître pour vous en tant qu'outlier. Mais en fait, elles sont simplement liées à ce premier outlier. En gros, tu as une vidéo qui explose, les 2-3 vidéos d'après, il y a de fortes chances que les gens aillent les regarder, donc que ça les classifie comme outlier. Ça a un nom un petit peu différent. C'est pas un outlier, c'est en fait un momentum outlier. C'est que la chaîne YouTube a simplement un momentum. Elle a un pic d'attention, un pic de buzz. Donc les vidéos qui viennent après cet outlier principal ne sont pas fondamentalement des outliers. Si elles étaient sorties comme ça, un petit peu plus au hasard, elles n'auraient pas marché pareil. Il y a d'autres outliers à ne pas prendre en compte. Si vous regardez une chaîne qui a fait une série de 10 épisodes, ça peut être un podcast par exemple, qui ne sont pas des outliers, mais qui a un seul de ces épisodes qui a explosé, c'est que l'idée en elle-même n'est pas une super idée. C'est que cette idée n'est pas une idée outlier. Ça peut être les raisons de pourquoi il y a un épisode qui a explosé. Ça peut être un invité spécial, un avantage unique à un moment donné, un storytelling spécial. Mais ce n'est pas l'idée en elle-même qui fait que cette vidéo a explosé. Donc dans ce cas-là, ça ne nous intéresse pas d'aller reprendre cette idée.
Maintenant, il y a une méthode un peu secrète pour quand même marcher un petit peu plus, faire marcher un petit peu plus vos vidéos. C'est de challenger les croyances. Ça, c'est super intéressant à faire. Donc, en challengeant les croyances, vous allez créer de la curiosité chez votre spectateur. J'ai des exemples sous les yeux de comment devenir misérable pour le reste de votre vie. C'est bizarre ça. Enfin, pourquoi je regarderais une vidéo sur comment devenir misérable? Je ne veux pas devenir misérable, et je pense que vous avez déjà vu ce type de vidéo. Comment rester pauvre toute votre vie? C'est prendre à contre-courant, à contre-pied, les idées de votre spectateur. En créant ce décalage entre les croyances actuelles du spectateur, les personnes qui ont ces croyances vont avoir besoin de savoir pourquoi ces croyances sont fausses. Donc, peut-être que j'ai d'autres exemples. J'ai une autre vidéo. Donc, c'est Becoming Smart is Easy Actually. Donc, devenir intelligent, c'est facile en fait. Bah toi, peut-être que tu te dis non, bah en fait, pour être intelligent, il faut naître intelligent. C'est le QI, c'est normal, c'est peut-être un petit peu l'éducation, mais c'est pas simple de devenir intelligent. Un autre exemple, pour que vous compreniez bien, c'est une vidéo qui est sortie. Arrête de faire 10 pas par jour pour perdre le gras du ventre. Ah ouais, mais j'ai entendu partout que faire 10 000 pas par jour, c'était super important, ça allait me garder en bonne santé, c'est le meilleur cardio, etc. Ok, là on challenge vraiment les croyances actuelles de notre spectateur. J'ai une autre idée qui me vient en tête. Il y avait Jordan Welch, un entrepreneur américain. Il avait fait une miniature avec un titre sur la miniature. C'était travailler dur ne sert à rien. Et le titre, c'était un truc du style les 7 conseils qui m'ont rendu millionnaire ou un truc comme ça. Et en voyant cette vidéo, on se dit mais comment ça? Enfin, j'ai toujours entendu qu'il fallait travailler dur. Mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait travailler dur, que ce soit à l'école, dans la vie, dans le sport, partout. Tous les gourous que je regarde depuis toujours, ils me disent qu'il faut se lock in, il faut bosser 10 heures par jour, il faut bosser plus que les autres pour avoir plus que les autres. Pourquoi lui, il arrive, il est millionnaire, et il me dit que travailler dur ne lui a servi à rien? Ça crée vraiment ce décalage donc, entre les croyances actuelles du spectateur et ce qui ne lui semble pas normal, tout simplement. Pareil pour les gens qui ont déjà cette croyance, ils savent déjà, ils se disent déjà, marcher 10 000 pas par jour, ça sert à rien, travailler dur, ça sert à rien. Même les gens qui ont déjà cette croyance, ils vont regarder votre vidéo pour renforcer cette croyance. Vous savez, on aime bien écouter des gens qui ont le même avis que nous. Ça, je sais pas, ça procure quelque chose à l'intérieur, ça libère de la sérotonine. On se dit, ah ok, cool, je suis pas le seul à penser ça, ça fait plaisir, et ça fait plaisir d'entendre quelqu'un parler de ça et avoir le même point de vue que moi. Donc ça va vraiment avoir quelque chose de différent, ça va avoir vraiment un impact sur les personnes qui vous écoutent, qu'elles soient d'accord, qu'elles aient une croyance en accord avec ce que vous allez délivrer, ou alors qu'elles ne soient pas en accord avec cette croyance. Pour vous donner un autre exemple, il y a quelques mois, il y a le film Minecraft qui est sorti. Donc à ce moment-là, il y a eu une grosse présence d'esprit autour de Minecraft. Alors qu'en temps normal, c'est des vidéos qui ne sont plus très regardées sur YouTube. Donc, je sais pas, les gameplays Minecraft, etc. Ça marchait bien il y a quelques années, mais actuellement, ça ne marche plus. Mais quand il y a eu le film Minecraft, il y a beaucoup de gens qui ont reposté des vidéos sur ce sujet et qui ont très bien performé. En fait, il faut comprendre ce qui se passe dans la tête des populations à un instant T. C'est pour ça que j'adore la création de contenu, parce qu'au-delà de se dire ok, il y a telle et telle stratégie algorithmique pour faire mieux marcher nos vidéos, ce que se disent à chaque fois les gens qui veulent créer du contenu, ils vont chercher toujours les hacks, les choses à adapter pour que le contenu marche mieux. Mais au final, si tu prends un peu de recul, c'est pas l'algorithme à qui tu dois plaire, c'est la personne qui va regarder le contenu. Donc, au lieu d'essayer de comprendre l'algorithme, essaye de comprendre un petit peu, t'as pas besoin de devenir psychologue, mais un petit peu la psychologie humaine. Comment l'être humain fonctionne, qu'est-ce qui l'intéresse à un instant T. Par exemple, un nouveau jeu sort, je sais pas, le nouveau GTA 6 qui sort, et tout le monde le trouve nul. Bah ok, tu vas pouvoir faire des vidéos, en tout cas te servir de ça, de cette présence d'esprit à un instant T, pour toi ramener du trafic sur ta chaîne YouTube. Analyse ce qui se dit partout, que ce soit Twitter, enfin maintenant c'est X, mais
dans ma tête ça reste Twitter, que ce soit Twitter, Insta, YouTube, sur un événement précis, ce qui s'est passé, et fait une vidéo pour ces personnes. Si un artiste sort un album et que tout le monde le trouve nul, tu peux faire une vidéo sur le fait qu'il est nul, du style la fin de carrière pour tel artiste, pour X artiste. Et en faisant ça, tu parles du sentiment des gens. Et vous êtes dans le même bateau, cette expression, être dans le même bateau. Lorsque tu vas parler du sentiment actuel de la population, bah, vous allez être dans le même bateau. Donc là, contrairement à la recherche d'outlier sur YouTube directement, c'est une recherche d'idées de manière plus générale. C'est quel est ou quels sont les sentiments qu'ont les gens actuellement. Par exemple, pendant le Covid, il y a eu des sentiments partagés par énormément de personnes. Faut vraiment capter les pics d'intérêt du style, il y a encore quelques mois, il y a le trailer de GTA 6 qui a fuité. Il y a eu un gros pic d'intérêt pour ça. C'était le sentiment commun à la population. Un autre pic d'intérêt, ce serait un petit peu le drama content, le contenu de drama. Encore une fois, il y a quelques mois, c'est vrai que le temps passe vite, il y a eu un drama, si vous suivez un petit peu les chaînes automobiles, il y a eu un drama Villebrequin. En gros, Villebrequin, qui c'est deux personnes, deux youtubeurs automobiles qui avaient une chaîne donc en commun, Villebrequin, et qui faisaient des vidéos là-dessus. Il y a eu un gros drama autour de ça, puisque le groupe s'est séparé, et un petit peu en se crachant dessus l'un l'autre, ça a fait énormément de bruit sur YouTube. Donc c'était un pic d'intérêt. Par contre, lorsqu'on veut faire ce type de contenu, il faut être conscient qu'il ne va pas forcément durer dans le temps, puisque c'est un pic d'intérêt, un instant T, un moment précis. Ça veut dire qu'il ne faut pas perdre du temps. Tu vois qu'il y a un pic d'intérêt, tu fais directement un script, boum, tu fais ta vidéo, tu la sors. Il ne faut pas attendre 2-3 semaines parce que cet intérêt, il va descendre tout simplement. Les gens vont passer à autre chose, vont s'intéresser à autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre feed YouTube, vous voyez encore beaucoup de vidéos sur les gilets jaunes? Ah non, sur le Covid non plus. C'est plus un pic d'intérêt. Maintenant, pourquoi ce contenu d'intérêt là, il marche si bien? Parce que tout simplement, c'est une nouveauté, c'est des news pour l'audience. Ça engage de la discussion aussi en commentaire, puisque c'est un sujet tendance. Les gens vont avoir des avis qui diffèrent en commentaire, donc ils vont pouvoir un petit peu se taper dessus en commentaire, et vous êtes bénéfique. Ça va créer des sujets de conversation, des discords, des débats en commentaire, et ça, c'est très intéressant. Et surtout, et aussi, vous allez pouvoir apporter une nouvelle perspective à un sujet. Et ça, c'est ce qui va faire que vous allez passer au-delà du simple commentateur télé d'un événement à « Ok, j'aime bien son point de vue », puisque vous allez adapter ce sujet à votre point de vue, à votre manière de penser, à vos opinions, tout simplement. Et c'est ce qui va faire que certaines personnes vont se retrouver dans votre manière de parler, dans votre manière de penser, dans ces opinions, et vont vraiment connecter avec vous. C'est-à-dire que vous allez créer une sorte de fanbase. Qu'est-ce que j'appelle fanbase? Ça va être des personnes qui, peu importe au final le sujet de votre vidéo, juste parce qu'ils aiment votre manière d'aborder un sujet, juste parce qu'ils se retrouvent dans certaines de vos opinions, vont regarder vos vidéos. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas juste énoncer des informations, sinon vous allez simplement devenir une chaîne, un média d'information, mais vous allez apporter votre perspective. C'est un peu comme le faisait Gary Vee au début de sa carrière, en tout cas de sa carrière sur Internet, quand il avait 32 ans, il me semble. Il a commencé à faire des vidéos par rapport au vin. En fait, il avait une entreprise, je crois l'entreprise de son père, sur du vin. Il vendait des bouteilles de vin, des bouteilles d'alcool. Et il s'est mis à faire des vidéos sur le vin, donc à déguster des vins et à donner son avis dessus. Mais en fait, il donnait son avis, peu importe. S'il y avait une bouteille qui coûtait 200 euros, mais que lui, il ne la trouvait pas bonne, il allait le dire. Et c'est ça qui a fait que les gens ont apprécié. Ils se sont dit, ok, en fait, il n'est pas juste là pour me faire le commercial et me parler des plus grands vins qui coûtent le plus cher, qui vont lui ramener le plus de bénéfices. Non, il est là pour vraiment donner un avis sincère, avec ses propres goûts, sans chercher à plaire à tout le monde. Il donne ses propres goûts. Ok, c'est intéressant, il a un avis, ça se voit qu'il a des compétences puisqu'il a une certaine manière d'analyser, dans son cas, un vin. Et c'est pour ça que les gens ont collé à son personal branding, à sa personne, tout simplement. C'est pour ça qu'ils ont collé à lui et qu'ils
Ils ont regardé des vidéos de lui en train de déguster des vins pendant très longtemps et que ça a fait très bien marcher son business de vin. C'est parce qu'il apportait une nouvelle perspective. Il y a un autre pilier de la présence d'esprit qui est trop sous-coté aujourd'hui, c'est la nostalgie. La nostalgie, c'est hyper puissant. Pourquoi je vous parle de ce pilier ? Il y a quelques temps, il y a peut-être 2-3 semaines, j'étais en train de scroller un petit peu sur YouTube, regarder ce qui se passait, et mon algorithme il m'a proposé une vidéo qui m'a un petit peu surpris. C'était un podcast. Alors, c'était pas un podcast comme je suis en train de l'enregistrer, mais un podcast comme les Cyprien, les Hugo tout seul, les Norman, malgré les polémiques qu'il y a sur lui, mais faisait au début de YouTube. Je crois même que Squeezie faisait ça aussi au début de YouTube. Donc, les podcasts du style les voitures. Ok, il parle des voitures pendant 6 minutes, les chats, l'école. Enfin bref, vous voyez le type de podcast dont je parle. Et ouais, il y a 2-3 semaines, mon algorithme m'a proposé un podcast. Je me suis dit, waouh, ok, bizarre. Mais j'ai cliqué dessus juste par nostalgie. Et la vidéo, en la regardant, j'avais vraiment de la nostalgie. Je me rappelais quand j'étais là sur mon iPod Touch, que j'étais au collège, je regardais des podcasts et je kiffais regarder des podcasts. Et j'ai vraiment eu ce sentiment de nostalgie. Et tout était à peu près pareil, la manière d'écrire, la manière de parler, l'angle de la caméra. Vous savez, dans un salon un petit peu étudiant ou dans une chambre d'étudiant avec la caméra en top shot. Enfin bref, il reprenait vraiment tous les codes du podcast. Et il y avait vraiment ce sentiment de nostalgie. Et la preuve, j'ai pas été le seul, puisque dans les commentaires, ils parlaient tous de ça. De waouh, j'en reviens pas, je viens de regarder un podcast en 2025. Un podcast un peu comme à l'ancienne. Et ça a bien marché, puisqu'il a fait plusieurs dizaines de milliers de vues. Donc ça prouve vraiment que ce sentiment de nostalgie marche trop bien. Pareil, en fait, vous allez essayer de reproduire, vous avez sans doute des musiques que vous écoutiez à une certaine période de votre vie, pendant votre enfance, votre adolescence, peu importe. Et lorsque vous les écoutez aujourd'hui, ça vous procure de la nostalgie, vous avez des flashbacks. Et c'est un petit peu votre Madeleine de Proust, ces musiques. C'est des choses qui nous marquent à vie. Et c'est des choses qui procurent un certain sentiment, des certaines émotions lorsqu'on les reconsomme. Donc vous pouvez jouer sur ce pilier de présence d'esprit qui est tout simplement la nostalgie. Apporter un petit peu de nostalgie dans vos vidéos, ça fera un petit coup de boost aussi. Donc voilà pour les sujets traités aujourd'hui. Je pense que ça fait déjà une bonne 30aine de minutes que je parle. J'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur réellement l'importance tout d'abord d'une bonne idée de vidéo, mais aussi de comprendre un peu mieux les outliers, comment aller chercher des outliers, comment être sûr qu'une vidéo est un outlier et ensuite pouvoir la refaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de format vous a plu. Je n'ai pas du tout l'habitude de faire des podcasts comme ça, sans interruption, sans cut, juste moi qui parle avec quelques notes sur mon ordinateur. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous a plu à écouter. Vous pouvez l'écouter dans le train, à la salle de sport, en train de faire à manger, en train de faire le ménage, peu importe. Dites-moi si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me faire savoir quel autre podcast, quelle autre idée de podcast vous souhaitez que je traite vis-à-vis de YouTube, évidemment à chaque fois, ou de la création de contenu peut-être un petit peu plus général, mais focus quand même YouTube. Ça peut être, une fois qu'on a trouvé un outlier, comment écrire un script, comment faire une bonne miniature, qu'est-ce qui fait d'une miniature une bonne miniature, les titres, est-ce que les shorts c'est bien ou pas. Enfin bref, j'ai plein d'idées, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, et je me ferai un plaisir de vous enregistrer d'autres épisodes. On se retrouve très bientôt. C'était Paul pour YouLeads et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe à quel moment vous écoutez ça. À bientôt.